Le monde pourrait connaître prochainement un acte grave de sabotage numérique qui provoquerait troubles, chaos et désordre. C'est l'avertissement lancé en fin de semaine dernière par le chef des services secrets néerlandais. Cet avertissement intervient alors qu'une cyberattaque mondiale sans précédent a fait, on le rappelle, plus de 200 000 victimes dans au moins 150 pays. Les infrastructures du monde entier sont fortement interconnectées, ce qui comporte de grands avantages, mais aussi, on le voit, des vulnérabilités. Alors, pour commencer, Rachida Chachi, d'abord, que sait-on exactement de cette attaque de grande ampleur avec ce fameux virus qui s'appelle WannaCry ? Alors, il y a beaucoup d'informations contradictoires et des accusations mutuelles. Oui. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans des documents qui ont été fournis par Wikileaks, il y avait le fait que le code du virus en question a été volé à partir de données top secrets de la NSA. C'est-à-dire que le code génétique, en quelque sorte, du virus a été développé par les renseignements américains pour l'utiliser éventuellement contre d'autres pays ou pour des opérations ciblées de transfert d'informations. Et il a été détourné après être devenu public suite aux documents de Wikileaks. Et donc, n'importe qui aurait pu accéder à ce code-là pour utiliser le virus, le détourner, l'améliorer ou le transformer. Alors, de ce point de vue, Microsoft avait pointé du doigt cet aspect-là. Donc, ce n'est pas des fake news. Je veux dire, c'est Microsoft qui en a parlé. La Russie, que certains ont accusé d'avoir propagé le virus, a elle-même repris l'information de Microsoft en disant qu'il faut aller plutôt voir du côté de la NSA que du côté de Moscou. Et donc, on ne sait pas grand-chose. Donc c'est des codes de virus qui tombent dans le domaine public, qui peuvent être récupérés par n'importe qui. Parce que le problème de la cyberguerre, ça propose un nouveau paradigme de guerre qu'on ne connaît pas encore très bien et que l'on peut décliner en 4 points. Alors, premièrement, on a la frontière entre la paix et la guerre qui n'est pas visible. Il n'y a pas de trêve dans la guerre cybernétique, il n'y a pas de déclaration de guerre, il n'y a pas d'armistice. Donc, il n'y a pas de frontière visible entre la paix et la guerre. Il n'y a pas de négociation également possible, de pourparlers par rapport à cette guerre. Deuxièmement, la frontière entre le monde civil et militaire est également floue. Vous dites cette guerre, on y est déjà pour vous ? On y est depuis au moins 10-15 ans. Ensuite, on parlera d'une espèce de carte interactive des cyberattaques dans le monde. D'ailleurs, c'est en temps réel. On en parlera juste après votre intervention, Rachida Chachi. Alors, deuxièmement, il y a la frontière entre le monde civil et militaire qui est totalement absente, parce qu'on peut s'attaquer à un hôpital, comme on peut s'attaquer à une base militaire ou nucléaire ou à une université ou même à des particuliers. Oui. Donc, il y a le flou total. Et enfin, la frontière entre le monde physique et technologique est floue, dans le sens où même si on identifie l'origine de l'attaque, imaginons que ce soit la Chine, ça n'implique pas forcément la responsabilité de l'État chinois, parce que ça peut être des particuliers chinois. Et donc, ça pose le problème de la riposte. C'est-à-dire, premièrement, l'imputabilité de l'attaque. Une fois qu'on l'a imputée, quelle riposte doit-on entrevoir ? Parce que dans le cadre d'une attaque conventionnelle, on peut proposer une réponse symétrique. C'est-à-dire, s'il y a une base qui a été bombardée, on bombarde une base. Mais dans le cas où un hôpital a été piraté, que doit-on faire ? Pirater l'hôpital de l'autre pays ? Ça pose le problème de la réponse symétrique ou asymétrique. Et dans la doctrine actuelle américaine, il y a des généraux qui ont proposé de répondre par des attaques réelles conventionnelles si jamais on est attaqué par rapport à des points névralgiques par une attaque cybernétique. C'est-à-dire qu'ils entrevoient la possibilité de riposter militairement face à une attaque cybernétique qui pourrait toucher les intérêts vitaux de la nation, de l'armée américaine. Alors, deuxièmement, il n'y a pas de convention de Genève de la cyberguerre. Il n'y a pas de convention au niveau de cette nouvelle guerre. Et il y a enfin, et là on vient à un autre sujet, la désinformation la désinformation qui peut être propagée par ces cyberattaques à travers de fausses révélations, à travers le piratage de boîtes mail où on mélange de vraies informations avec de fausses informations en vue d'influer sur l'opinion publique, notamment au niveau d'élections présidentielles ou d'élections législatives ou durant un conflit où il s'agit d'influencer l'opinion publique d'une population vis-à-vis d'un des deux belligérants dans le cadre d'une guerre, comme la guerre en Syrie. Ça a été l'objet d'une guerre cybernétique affreuse, je veux dire, en termes de désinformation des deux côtés, bien entendu. En termes de désinformation, en termes de manipulation de l'opinion publique, de fake news, de fausses photos, de fausses vidéos d'égorgement. Donc, on a de tout. Et ce procédé n'est pas nouveau. Je veux dire, la propagande et la guerre d'information, on la connaît depuis toujours. Je veux dire, même durant la guerre de Yougoslavie, il n'y avait pas l'Internet comme c'est le cas aujourd'hui, mais il y avait des opérations orchestrées de désinformation contre la Serbie. Il y en a aujourd'hui, actuellement, ça se fait en temps réel par rapport au Venezuela. Je veux dire, on prend des photos
de massacres de prisonniers par des bandes armées dans une prison du Venezuela, en la faisant passer pour un massacre commis par le gouvernement vénézuélien. Donc il faut y prendre garde ça pose la question comment se prémunir face à ce genre de choses. Alors on va y venir, effectivement, comment se prémunir. Et on parlait il y a un instant pour un peu étayer ce que vous venez de dire, Rachida Chachi. Mourtada Kalami, on s'adresse à vous par la même occasion. Alors, il y a cette carte interactive des cyberattaques dans le monde. C'est une carte qui s'anime en temps réel, qui affiche donc les attaques selon les pays de provenance et les pays de destination. Et les chiffres sont vraiment impressionnants. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site. Par exemple, dimanche, le site a comptabilisé, tenez-vous bien, plus de 11 millions d'attaques, de cyberattaques dans le monde. Ça donne vraiment le tournis. Alors, parmi les pays les plus visés, il y a l'Inde, la Colombie, la Russie, la Turquie, l'Indonésie ou les États-Unis. Et dans les pays qui attaquent le plus, la Russie, l'Italie, les États-Unis, Singapour, la France. Et vous verrez, si vous faites un tour sur ce site, ça n'arrête pas. Alors, dans ce cas de figure, Mourtada Kalami, effectivement, si on revient à l'avertissement des services secrets néerlandais, est-ce qu'aujourd'hui, on est en face d'un système qui est très fragile et dont notre avenir dépend ? Je crois qu'on est simplement face à la découverte la découverte n'est pas nouvelle pour ces acteurs-là du cyber comme terrain de jeu. Effectivement, oui, de guerre et de concurrence. Est-ce qu'aujourd'hui les géants du numérique sont devenus quelque part des complexes militaro-industriels ? Comme toute puissance. Alors le problème, pour revenir alors je vais reprendre un peu au début, ça va répondre à la question, mais c'est juste, j'ai besoin d'un peu détailler le raisonnement. Alors juste quand même un point de détail, c'est pas le code qui venait de la NSA, ce qui ne veut pas dire que les Américains n'aient pas développé des virus. On se souvient de l'attaque contre les centrifugeuses iraniennes, par exemple. Donc effectivement, de toute façon, tous les pays développent ce genre de choses maintenant en interne dans leurs services. Ça c'est certain. Mais là, en l'occurrence, sur WannaCry, il semble que WannaCry, ce qui a fait sa puissance de feu en quelque sorte, c'est qu'il exploite une faille qu'avait détectée et qu'utilisait la NSA ou je ne sais plus quel service américain, ce qui apparaissait dans WikiLeaks ou Snowden d'ailleurs, je ne sais plus, donc je vous fais confiance là-dessus. Mais enfin, c'est que parle dans les documents publiés par un des gros lanceurs d'alerte du moment, ont permis aux pirates d'exploiter cette faille et ce qui est par ailleurs, le virus n'était pas actif tout de suite, donc il a eu un temps de réplication très fort avant de se réveiller tout d'un coup, ce qui fait qu'effectivement l'attaque est massive. Maintenant, le problème qu'on a avec ce type d'activité, c'est que d'abord, il va falloir distinguer, on n'est plus entre Black Hat, White Hat, etc., mais il faut déjà distinguer les attaques dont on peut penser, parce que évidemment on n'est jamais sûr, dont on peut penser raisonnablement qu'il y a peut-être un État derrière, et d'autres qui sont à l'évidence de simples attaques motivées par l'appât du gain. Donc là, quand c'est ça, que le type soit aux Philippines, à Paris, à Tombouctou, à Moscou, à Washington, ça change pas grand-chose. C'est juste un pirate qui veut s'enrichir et qui pour ça fait des choses. On a d'ailleurs des gens au Maroc qui se livrent un peu à ce genre d'activité. C'est pas encore cette sophistication technique, mais le chantage par webcam, etc. Il y a des Marocains qui sont très forts là-dedans. Donc ça c'est une chose. Donc ça relève d'une affaire de police en quelque sorte. Toutes les polices du monde se sont équipées de départements cyber. Après, le problème vient de ce que effectivement il y a un certain nombre d'États, pour ne pas dire tous, sont présents sur le cyber. Alors sont présents de différentes façons. D'abord en défensif, ensuite en termes d'écoute, parce que quand Snowden a publié sa fuite massive en expliquant ce que faisaient les États-Unis, je ne sais pas si ceux qui ont suivi l'affaire ont vu que bizarrement les chefs d'État européens n'ont réagi, mais vraiment que du bout des lèvres. C'était mal à l'aise. Et effectivement, il n'a fallu que quelques semaines pour s'apercevoir que tout le monde a la main dans le pot de Nutella, en l'occurrence, et tout le monde utilise ses grandes oreilles à grande distance. On a vu ensuite, je sais plus si c'était avant ou après, d'ailleurs la France qui avait vendu le système d'écoute à
Mohamed Kadhafi, ce qui montre d'ailleurs que ces systèmes d'écoute ne servent peut-être pas à tant de choses que ça, puisqu'on sait où est Kadhafi maintenant. Donc, il y a cet aspect-là. Après, il y a cet aspect effectivement de l'usage du cyber, de l'usage offensif du cyber en temps de paix. Ce qui effectivement, en temps de guerre ou dans une guerre civile, là on n'est plus surpris. Effectivement, tous les moyens sont hélas bons pour attaquer l'ennemi. Mais en temps de paix, on a effectivement un problème que les États commencent à utiliser des mercenaires, somme toute. C'est pas le paradigme en lui-même, il n'est pas complètement nouveau. On utilise des mercenaires qui vont utiliser des moyens qui sont derrière leurs écrans, qui sont pas sur le front de guerre, alors qui sont pas sur le front de guerre. C'est de même que les pilotes de drones américains restent dans le Nevada. Ça les empêche pas d'ailleurs de souffrir de séquelles et de PTSD eux aussi, comme s'ils étaient sur place. D'ailleurs, il y a une morale dans la constitution de l'être humain. Mais donc les hackers sont parfois utilisés comme des mercenaires. Et là, il est très difficile d'affirmer si un État, si un État veut utiliser, alors je sais pas moi, si la France voulait pirater le système espagnol, là ce qui est fortement improbable, la France pourrait très bien choisir de passer par une équipe philippine, par exemple, pour être sûr de brouiller les pistes, en plus du fait que les gens vont après cacher leur adresse IP, etc. Donc là, c'est très difficile. C'est pour ça que votre carte m'interroge un petit peu, parce que dire qu'une attaque vient de tel ou tel endroit, c'est extrêmement difficile à faire. Savoir qui est attaqué, ça c'est plus facile à faire. Et encore que, il y a beaucoup d'entreprises qui ne communiquent pas, qui ne font pas savoir. De ceux qui attaquent et ceux qui sont attaqués. Mais ceux qui attaquent, on ne sait pas. Les pays de provenance, on va dire. Les pays de provenance, voilà, parce que là, on ne sait pas s'ils attaquent à leur compte, si je puis dire, ou pour le compte de quelqu'un. Mais on est dans une logique. De mercenariat. Et personnellement, j'aurais tendance simplement à rapprocher ces activités, dès lors qu'elles ont une aura étatique, des activités d'espionnage. Je pense qu'il faut. Oui, c'est la même chose, évidemment. Il suffit de ressortir les romans de John le Carré, et on se retrouve dans les plus purs paradigmes de la guerre froide. Et à ce propos-là, je tiens à saluer notre Marocain de France célèbre du moment, Mounir Marjoubi, qui est responsable numérique de la campagne de Macron, qui au début avait un peu fait sourire tout le monde au tout début de campagne, parce que victime d'une attaque, tout le monde s'était aperçu qu'il avait un site qui n'était pas à jour, donc effectivement avec des failles connues et répertoriées par tout le monde, qui n'a rien dit, qui a laissé les gens rire, qui s'est constitué cette image et qui entre-temps a pensé sa défense comme dans un... Il s'est peut-être d'ailleurs fait conseiller par quelqu'un de la DGSE française, ça je sais pas, mais parce que la stratégie était classique. C'est encore une fois, c'est comme chez Smiley, le héros de Le Carré, puisqu'il n'avait pas les moyens de courir, de faire des contre-attaques ou d'essayer d'identifier qui l'attaquait. Il a juste posé un écran de fumée, donc un écran d'intoxication. Si vous piratez les comptes, vous piratez aussi des faux comptes. Donc toutes les données que vous ramassez, même si on a des vrais dedans, elles sont déjà de toute façon complètement fausses. Et bon, mais là on est dans le roman d'espionnage le plus classique. Ça peut être également un moyen de noyer le poisson. Mais voilà, mais on est dans le roman d'espionnage le plus classique. Mais il a ridiculisé une équipe de hackers qui a fait trembler l'Amérique quand même. Alors on a réussi à l'arrêter. Et c'est un Marocain. Un Marocain. Mélanie Fréry-Sigli, est-ce qu'on a suffisamment anticipé le fait qu'aujourd'hui les technologies de l'information et Internet en particulier, c'est devenu de vraies armes? Ça fait des décennies déjà que les militaires savent à quel point ça peut être dangereux et utilisé, puisque en fait les merveilles de la technologie, c'est surtout le fait que beaucoup d'éléments stratégiques pour un pays, et là c'est bien au-delà des attaques que l'on a vues, sont reliés au final à des réseaux. Donc effectivement, on peut attaquer par exemple le réseau électrique d'un pays. Ça s'est déjà vu d'ailleurs, un pays qui s'est trouvé plongé dans le noir pendant plusieurs heures. On peut attaquer les centrales nucléaires. Suite à une attaque, oui, bien sûr. Les centrales nucléaires, on peut attaquer d'une manière la régulation aérienne d'un pays, on peut attaquer énormément de choses différentes comme ça, et c'est considérablement plus stratégique que simplement voler des données. Mais le parallèle avec l'espionnage va au-delà d'ailleurs de cette dimension des données. Il va jusqu'au fait que l'espionnage a lieu entre pays qui sont alliés diplomatiquement, même en temps de paix. Donc ce genre d'attaque, ou en tout cas la possibilité et les moyens et les ruses et l'embauche de hackers pour récupérer les données permettant de paralyser tous les secteurs stratégiques d'un pays
alors qu'on est en paix avec lui, se font même tout à fait en temps de paix, et alors qu'on est en train de se serrer la main dans une convention comme le G20 ou l'ONU. Ça n'a aucune espèce d'importance à ce niveau-là. Donc entre les États, si vous voulez, évidemment, il va y avoir ce genre de paradigme, quel que soit le moment. Ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, comme l'espionnage, il y a de l'espionnage industriel comme il y a de l'espionnage étatique. Là, on est dans le même cas également, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des cyberattaques entre guillemets industrielles. WannaCry n'est que la partie la plus visible. Il y en a un autre qui s'est déployé sur la même faille ces derniers temps et qui, vous pouvez en être infecté, vous ne le savez pas. Ça crée une monnaie virtuelle et ça transfère cette monnaie virtuelle aux pirates qui se font comme ça énormément d'argent à partir de vos ordinateurs et sans que vous en ayez conscience. Donc à partir de ce moment-là, ça vous rend complice en fait d'un vol ou d'une création monétaire, pour être exact, sans que vous ayez conscience de quoi que ce soit. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, oui, il y a un son bizarre que l'on entend derrière. Excusez-moi. Non, parce que justement, on était en train de regarder avec Mortel Academy. Pardon, la carte interactive des cyberattaques dans le monde. Oui, c'est impressionnant. C'est pas agréable pour les collègues, mais c'est très impressionnant. Non, mais j'ai du mal du coup à me concentrer parce que j'entends en même temps. Donc oui, donc et voilà. Au même moment, il y avait une attaque qui venait de Suède, qui visait les États-Unis. Ouais. Mais bon, concrètement, effectivement, de cette manière-là. Ce que ça démontre, et ça c'est assez intéressant, cette deuxième itération de l'utilisation de la faille qu'utilise WannaCry, c'est qu'il s'agit là pour le coup de vous rendre complice de création monétaire. Et alors donc ça veut dire que globalement, l'argent dont on sait déjà abstraitement que ça n'a pas de valeur, et en particulier dans un système financier globalisé, en a encore moins quand effectivement vous pouvez créer une monnaie virtuelle et de cette manière créer finalement de la vraie valeur. Pas de la richesse, entendons-nous bien, mais de la vraie valeur. Donc là, on tombe sur autre chose et ça risque de fragiliser un autre système, pas simplement on va dire la géopolitique traditionnelle entre les pays, mais même tout le système économique actuel qui repose sur la finance est menacé par cette deuxième faille. On n'en parle pas beaucoup et c'est pas énormément analysé, mais cette création d'une masse monétaire virtuelle, mais qui malgré tout a une valeur, si elle n'est pas régulée très rapidement, est vraiment très dangereuse. Alors, vous parlez des bitcoins, effectivement. Non, je parle pas des bitcoins. C'est une nouvelle. Les bitcoins, c'est régulé et on le sait. Là, WannaCry, la même faille a été utilisée pour créer une autre monnaie virtuelle qui n'existe pas et qui malgré tout crée de la valeur. Alors, donc c'est grave. Oui, qui préexistait quand même au virus. Mortel Academy. J'ai cru comprendre. C'est pas le bitcoin, c'est une autre monnaie. C'est une autre monnaie, mais qui n'était presque pas utilisée. Oui, voilà. D'une manière générale, les monnaies virtuelles, n'importe qui peut en créer. En fait, c'est pas compliqué, ça n'est pas illégal. Le problème, c'est de leur donner de la valeur. Et ce hacking-là permet d'utiliser les ordinateurs des particuliers partout dans le monde pour faire en sorte de créer cette valeur. Alors, Rachida Chachi, effectivement, si on vient à votre question, comment se protéger aujourd'hui, est-ce qu'il relève désormais à chacun de finalement de s'informer sur les enjeux de la cybersécurité? Tout à fait. Alors, ça dépend de quel volet de la cyberguerre on parle. Si on parle du point de vue de la propagande et de l'image du pays, alors il y a des exemples en Chine, par exemple. Alors, en plus d'avoir une armée professionnelle de hackers, ils ont également tout un département de volontaires qu'ils payent à l'heure ou à la journée, dont le travail est de faire toute la journée des commentaires favorables au régime chinois. Ouais, et on a des ateliers. Il y a de plus en plus de pays qui font ça. Et on a des ateliers de milliers de volontaires qui viennent et qui polluent en quelque sorte l'Internet. Bon, on le voit même au Maroc, les commentaires dans des journaux électroniques, alors soit pro-islamistes, soit qui donnent l'impression de donner un climat favorable à telle idéologie plutôt qu'à telle autre. C'est valable dans tous les pays. Mais je veux dire, là, c'est structuré, c'est financé par l'État. Il y a un budget qui est accordé à ça et ça fait partie de la guerre de l'information. Et donc, je pense que tout pays doit disposer de ce genre d'outils de propagande. Après, deuxièmement, il y a également la sécurisation des... je vois Mortel Academy qui est perplexe. Je voulais juste rajouter une toute petite... de la guerre, la propagande. Oui. Je voulais juste rajouter une toute petite précision, puisqu'on parlait de sabotage d'infrastructures vitales. En l'occurrence, notamment l'Ukraine, en janvier 2016, avait été bloquée et n'avait plus d'électricité pendant plusieurs heures du fait d'une cyberattaque a priori russe.
mais on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, la cyberattaque, on en est sûr. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres pays qui ont été victimes. Par exemple, une compagnie pétrolière d'Arabie Saoudite avait été victime d'une attaque en 2012 qui avait bloqué l'intégralité de ses exploitations. On avait d'une manière générale, toutes les infrastructures qui sont connectées, si vous voulez, à un réseau, sont vulnérables. Voilà. Autre chose, au niveau de l'armement, qui est un centre stratégique pour n'importe quel pays, on a beau avoir l'armement le plus moderne du monde, si le système informatique ou électronique qui est censé guider tel missile ou bien faire fonctionner tel avion est susceptible de porter un malware ou un cheval de Troie ou autre chose, ça peut neutraliser une partie importante du potentiel militaire. Enfin, deuxièmement, il y a également les câbles diplomatiques, parce que n'oublions pas que le Maroc a été victime d'une opération de piratage avec Chris Coleman, dont on ignore toujours précisément l'origine. Et la véracité. Ça fait qui a porté atteinte énormément aux intérêts du Maroc à l'étranger. Donc je pense qu'il est temps également... de le faire, oui, parce que c'est... Oh, non, mais quand même, il y a eu... donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui que le Maroc, en l'occurrence on est marocain, mette en place les instruments et les outils nécessaires. Alors, en termes de formation, il faut créer une élite de hackers. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas si on peut utiliser le terme hacker quand c'est légal, mais il faut inventer un nouveau terme, les guerriers du net. Il faut créer un bataillon de guerriers du net. On a de jeunes Marocains talentueux, de jeunes Marocains très blancs, des jeunes Marocains très talentueux dans le domaine informatique, dont la plupart sont autodidactes. Je veux dire, il y a de vrais génies autodidactes. Disons qu'il y a d'autres causes beaucoup plus nobles que de servir un mondialiste. D'accord. Et donc servir leur pays, ça serait peut-être mieux. Peut-être que la France est aussi leur pays. Après, on est dans un autre débat. Alors il faut trancher. Alors on y arrive. Donc la formation, comme vous le dites, de soldats du net. De soldats du net, sanctuariser les centres névralgiques, c'est-à-dire quand on a un réseau interne, un intranet, par exemple au niveau d'une centrale électrique, etc., il faut avoir la capacité de fonctionner en autarcie, c'est-à-dire tout en étant déconnecté du réseau Internet. Parce que quand on est en intranet, s'il n'y a pas un traître dans le local pour distiller un virus, le virus n'a pas de canal par où passer. Donc il faut également développer au niveau des réseaux, les réseaux intranet, tout en établissant des filtres et des barrières entre l'internet et les réseaux intranet. Donc il y a tout un travail technique que des techniciens en parleront mieux que moi, mais je veux dire, il faut une prise de conscience de cet aspect vital aujourd'hui. Surtout que le Maroc est dans une nouvelle perspective géopolitique. Et en géopolitique, tout à l'heure, je parlais de propagande. Pourquoi je parle de propagande ? Parce que quand on a une doctrine géopolitique, il faut partir du principe qu'on a raison et que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ont tort. Et que ceux qui partagent mon opinion ont raison. Je veux dire, on est dans la subjectivité la plus totale et c'est naturel. Je veux dire, c'est l'objet même de la géopolitique. On n'est pas dans l'objectivité quand on fait de la géopolitique. Donc c'est œil pour œil, dent pour dent. Non, mais c'est défendre les intérêts vitaux de notre nation. Mortada Kalami, est-ce que nous aussi on doit se doter, comme le dit Rachid Achachi, entre guillemets, d'outils de propagande pour pouvoir rivaliser avec les autres ? De toute façon, je sais pas, l'État marocain l'a fait, mais il y a suffisamment d'institutions marocaines qui l'ont fait. Donc il y a des partis politiques marocains qui l'ont fait. On les voit actifs déjà sur Facebook, d'un bord ou de l'autre. Donc entre les gens de bonne foi, je veux dire, ça fait un moment. Alors c'est peut-être moins vrai sur Facebook parce qu'on peut encore un peu choisir ses amis, sans mauvais jeu de mots. Mais ça c'est un moment sur les commentaires sur les sites de presse où on voit bien que les commentaires ont perdu tout intérêt parce qu'ils ne sont que propagande justement. C'est ça qui est un peu pénible, c'est que déjà nous-mêmes, professionnels des médias, alors au sens large et au sens mondial, hein, c'est pas seulement... on a beaucoup de mal à lutter contre les contraintes pour précisément essayer d'amener une information qui soit, à défaut d'être neutre et objective, au moins la plus honnête possible et être capable de reconnaître si on se trompe ou etc. C'est quand même ça l'important, c'est quand même ça le signe de l'intelligence. Donc c'est pour ça que la définition de la propagande donnée par Rachid à l'instant me fait un peu peur, parce que si dès qu'on parle de géopolitique on est censé être de mauvaise foi, ça veut dire qu'aucune parole n'a plus aucune valeur. Pas dit de mauvaise foi, mais subjectif. Non, mais non, parce que vous avez dit on a forcément raison. Si on a forcément raison, on est de mauvaise foi. Non. Ah ben si, voilà. C'est le forcément. On est forcément idéologisé, voilà, en tout cas. Oui, le problème, c'est le forcément, si vous voulez. C'est pas d'avoir raison. Oui. Normalement, après, je veux dire, une nation qui doute de ses propres intérêts, c'est problématique quand même, non ? Ben non. Au contraire, c'est une nation, c'est ce que j'appelle une nation intelligente. Donc doit-on avoir le droit de douter de la légitimité de notre intégrité territoriale ?
Non. Je pense qu'on a le droit de douter des moyens utilisés pour la préserver et d'y réfléchir. Si on n'y réfléchit pas, on va dans le mur. Je parle pas des moyens. Les intérêts vitaux de toute nation. Je vous parle pas de la frontière. Je vais prendre un autre exemple. Il y a eu dans les années 20 en France un dîner. Rapidement, parce très rapidement. Un dîner à Montparnasse avec des surréalistes et la bonne bourgeoisie parisienne, parce que c'est un dîner qui coûtait très cher. Et le dîner a dégénéré en pugilat avec Michel Soupeau qui était accroché au lustre en train de se balancer pendant que tout le monde se battait en dessous. Aragon, Soupeau, Breton et quelques autres avaient hurlé « À bas la France, vive le Rif !» Parce qu'on était en pleine guerre du Rif, que quelqu'un un des braves bourgeois avait levé sa coupe à la France en bon patriote, etc. Bon, c'est un débat franco-français dans les années 20. Alors évidemment, nos surréalistes ont passé la nuit au poste en cellule de dégrisement, et puis l'affaire s'est arrêtée là, ça a fait la une des journaux, voilà. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que 20 ans après, on retrouve exactement les mêmes. Ceux qui criaient « Vive la France » en 1920, on les retrouve en 40 à Vichy en train de vendre leur pays à l'occupant. Et ceux qui étaient critiques par rapport à l'action coloniale de la France, on les retrouve dans le maquis, les armes à la main. Et vous en faites une théorie à partir d'un dîner. De là, je vous explique la différence entre le vrai patriotisme et le nationalisme bruyant. Il y a également des nationalistes qui sont restés fidèles à leur ligne. C'est plus audible, on ne comprend plus rien, on n'entend plus rien. Et Mélanie Frédéric-Sigli va intervenir pour terminer. Voilà. Allez-y, Mélanie. S'il vous plaît, merci. Alors, on discutera des intérêts du nationalisme comparé une autre fois, parce que concrètement, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on aura l'occasion de revenir souvent avec Rachid. Mais ça n'est pas le problème du jour. Le problème du jour, c'est que la cybercriminalité n'est pas qu'une question de propagande. Ça va bien au-delà de cela. Ça attaque des infrastructures. Ça va bien au-delà du fait que vos données personnelles puissent être rançonnées. Voilà. Aussi, ça vient on allait parler effectivement des préoccupations des particuliers aussi. Mais ça va bien au-delà de ça. Pour les particuliers, la seule méthodologie qui soit efficace, en réalité, c'est de faire en sorte que sur les outils qui sont connectés à Internet, il n'y ait pas de données personnelles à caractère trop dangereux. C'est-à-dire que si vous faites des photos de vous dans des situations compromettantes, gardez-les sur un disque dur et pas sur votre ordinateur et votre téléphone, par exemple. Sur les données bancaires, sur les données bancaires, etc. Et pour le reste, sur votre ordinateur, eh bien, si on vous rançonne, vous éteignez votre ordinateur et vous le réinstallez. Donc, d'une manière générale, faites des copies en dehors de ce qui est connecté à Internet. Et c'est la seule méthode réelle. Parce qu'après, des entreprises vous disent, il faut que vous mettiez à jour les logiciels, mais les logiciels eux-mêmes ont des backdoors et on le sait tous. Et on le sait tous. Donc, c'est la seule méthodologie. Et on aura l'occasion de revenir